La République de Platon, livre second, suite. Tous ces discours, mon cher Socrate, et tant d'autres semblables, contient sur la vertu, le vice et l'estime que leur accordent les hommes et les dieux, quel effet pensons-nous qu'ils produisent sur l'âme du jeune homme doué d'un bon naturel qui les entend, et qui est capable, comme butinant d'un propos à l'autre, d'en recueillir une réponse à cette question: que faut-il être et quelle route doit-on suivre pour traverser la vie de la meilleure façon possible? Il est vraisemblable qu'il se dira à lui-même avec Pindare: gravirai-je par la justice ou par les ruses obliques une plus haute enceinte pour m'y fortifier et y passer ma vie? D'après ce qu'on rapporte, si je suis juste sans le paraître, je n'en tirerai aucun profit, mais des ennuis et des dommages évidents. Injuste, mais pourvu d'une réputation de justice, on dit que je mènerai une vie divine. Donc, puisque l'apparence, ainsi que me le montrent les sages, fait violence à la vérité, et qu'elle est maîtresse du bonheur, vers elle je dois tendre tout entier. Comme façade et décor, je dois tracer autour de moi une vaine image de vertu, et tirer derrière le renard du très sage Archiloque, animal subtil et fertile en ruse. Mais, dira-t-on, il n'est pas facile de toujours se cacher quand on est méchant. Non, en effet, répondrons-nous, et aussi bien aucune grande entreprise n'est aisée. Cependant, si nous voulons être heureux, nous devons suivre la voie qui nous est tracée par ces discours. Pour ne pas être découverts, nous formerons des associations et des hétairies, et il y a des maîtres de persuasion pour nous enseigner l'éloquence publique et judiciaire. Grâce à ces secours, persuadant en ceci, faisant violence en cela, nous l'emporterons sans encourir de châtiment. Mais, poursuivra-t-on, il n'est pas possible d'échapper au regard des dieux ni de leur faire violence. Est-ce donc que, s'ils n'existent pas ou s'ils ne s'occupent pas des affaires humaines, nous devons nous soucier de leur échapper? Et s'ils existent et s'occupent de nous, nous ne les connaissons que par ouï-dire et par les généalogies des poètes. Or ceux-ci prétendent qu'ils sont susceptibles, par des sacrifices, de bonnes prières ou des offrandes, de se laisser fléchir, et il faut croire à ces deux choses ou n'en croire aucune. Si donc il faut y croire, nous serons injustes, et leur ferons des sacrifices avec le produit de nos injustices. Étant justes, en effet, nous serions exempts de châtiment par eux, mais nous renoncerions au profit de l'injustice. Injustes, au contraire, nous aurons ces profits, et par des prières, nous échapperons au châtiment de nos fautes et de nos péchés. Mais chez Hadès, dira-t-on, nous subirons la peine des injustices commises ici-bas, nous ou les enfants de nos enfants. Mais, mon ami, répondra l'homme qui raisonne, les mystères peuvent beaucoup, ainsi que les dieux libérateurs, s'il faut en croire les plus grandes cités et les fils des dieux, poètes et prophètes qui nous révèlent ces vérités. Pour quelle raison encore préférerions-nous la justice à l'extrême injustice, qui, si nous la pratiquons avec une honnêteté feinte, nous permettra de réussir à souhait auprès des dieux et auprès des hommes, pendant notre vie et après notre mort, comme l'affirment la plupart des autorités et les plus éminentes? Après ce qui a été dit, y a-t-il moyen, Socrate, de consentir à honorer la justice quand on dispose de quelque supériorité, d'âme ou de corps, de richesse ou de naissance, et de ne pas rire en l'entendant louer? Ainsi donc, si quelqu'un est à même de prouver que nous avons dit faux et se rend suffisamment compte que la justice est le meilleur des biens, il se montre plein d'indulgence et ne s'emporte pas contre les hommes injustes. Il sait qu'à l'exception de ceux qui, parce qu'ils sont d'une nature divine, éprouvent de l'aversion pour l'injustice, et de ceux qui s'en abstiennent parce qu'ils ont reçu les lumières de la science, personne n'est juste volontairement, mais que c'est la lâcheté, l'âge ou quelque autre faiblesse qui fait qu'on blâme l'injustice quand on est incapable de la commettre. La preuve est évidente. En effet, entre les gens qui se trouvent dans ce cas, le premier qui reçoit le pouvoir d'être injuste est le premier à en user, dans la mesure de ses moyens.
Et tout cela n'a d'autre cause que celle qui nous a engagés, mon frère et moi, dans cette discussion, Socrate, pour te dire, ô admirable ami, parmi vous tous qui prétendez être les défenseurs de la justice, à commencer par les héros des premiers temps dont les discours sont parvenus jusqu'à nous, personne n'a encore blâmé l'injustice, ni loué la justice autrement que pour la réputation, les honneurs et les récompenses qui y sont attachés. Quant à ce qu'elles sont l'une et l'autre, par leur puissance propre, dans l'âme qui les possède, cachées aux dieux et aux hommes, personne, soit en vers soit en prose, n'a jamais suffisamment démontré que l'une est le plus grand des maux de l'âme, et l'autre, la justice, son plus grand bien. En effet, si vous nous parliez tous ainsi dès le début, et si depuis l'enfance vous nous persuadiez de cette vérité, nous n'aurions pas à nous garder mutuellement de l'injustice. Mais chacun de nous serait de lui-même le meilleur gardien, dans la crainte, s'il était injuste, de cohabiter avec le plus grand des maux. Cela, Socrate, et peut-être plus Thrasymachie ou quelque autre le pourrait dire sur la justice et l'injustice, renversant leurs pouvoirs respectifs de fâcheuses manières, ce me semble. Pour moi, car je ne veux rien te cacher, c'est dans le désir de t'entendre soutenir la thèse contraire que j'ai tendu autant que possible toutes mes forces en ce discours. Donc, ne te borne pas à nous prouver que la justice est plus forte que l'injustice, montre-nous les effets que chacune produit par elle-même dans l'âme où elle se trouve et qui font que l'une est un bien, l'autre un mal. Écarte les réputations qu'elles nous valent, comme Glaucon te l'a recommandé. Si en effet tu n'écartes pas de part et d'autre les vraies réputations, et que tu y ajoutes les fausses, nous dirons que tu ne loues pas la justice mais l'apparence, que tu ne blâmes pas l'injustice mais l'apparence, que tu recommandes à l'homme injuste de se cacher, et que tu conviens avec Thrasymachie que la justice est un bien étranger, avantageux au plus fort, tandis que l'injustice est utile et avantageuse à elle-même, mais nuisible aux plus faibles. Puisque tu as reconnu que la justice appartient à la classe des plus grands biens, ceux qui méritent d'être recherchés pour leurs conséquences et pour eux-mêmes, comme la vue, l'ouïe, la raison, la santé, et toutes les raisons et toutes les choses qui sont de vrais biens, par leur nature et non d'après l'opinion, loue donc en la justice ce qu'elle a par elle-même d'avantageux pour celui qui la possède, et blâme dans l'injustice ce qu'elle a de nuisible. Quant aux récompenses et à la réputation, laisse-les louer à d'autres. Pour moi, j'accepterai d'un autre qu'il loua la justice et blâma l'injustice de cette manière, faisant éloge et reproche eu égard à la réputation et aux récompenses qu'elle procure. Mais de toi, je ne l'accepterai pas, à moins que tu ne me l'ordonnes, puisque tu as passé toute ta vie dans l'examen de cette seule question. Donc, ne te contente pas de nous prouver que la justice est plus forte que l'injustice, mais montre-nous aussi par les effets que chacune produit d'elle-même sur son possesseur, ignoré ou non des dieux et des hommes, que l'une est un bien et l'autre un mal. J'avais toujours admiré le caractère de Glaucon et d'Adimante, mais en cette circonstance, je pris un plaisir extrême à les écouter et leur dis « Ce n'est point à tort, ô fils d'un tel père, que l'amant de Glaucon commençait en ces termes l'élégie qu'il vous dédia, lorsque vous vous fûtes distingué à la bataille de Mégare. Enfant d'Ariston, divine race d'un homme illustre. Cet éloge, mes amis, me semble parfaitement vous convenir. Il y a en effet quelque chose de vraiment divin dans vos sentiments, si vous n'êtes point convaincu que l'injustice vaut mieux que la justice, étant capable de parler de la sorte sur cette question. Or je crois qu'en vérité vous n'êtes point convaincu. Je le conjecture d'après les autres traits de votre caractère, car à n'en juger que par votre langage, je me méfierais de vous. Et plus je vous accorde de confiance, plus je suis embarrassé sur le parti à prendre. D'un côté, je ne sais comment venir au secours de la justice. Il me semble que je n'en ai pas la force. Et ceci en est pour moi le signe, alors que je pensais avoir démontré contre Thrasymachie la supériorité de la justice sur l'injustice,
vous n'avez point admis mes raisons. D'un autre côté, je ne sais comment ne pas lui porter secours. Je crains en effet qu'il ne soit impie, quand elle est maltraitée en ma présence, de renoncer à la défendre, tant que je respire encore et que je suis capable de parler. Le mieux est donc de lui prêter appui, comme je le pourrais. Glaucon et les autres me conjurèrent d'y employer tous mes moyens, de ne pas laisser tomber dans la discussion, mais de rechercher la nature du juste et de l'injuste et la vérité sur leurs avantages respectifs. Je leur dis alors mon sentiment. La recherche que nous entreprenons n'est pas de mince importance, mais demande à mon avis une vue pénétrante. Or, puisque cette qualité nous manque, voici, poursuivis-je, comment je crois qu'il faut s'y prendre. Si l'on ordonnait à des gens qui n'ont pas la vue très perçante de lire de loin des lettres tracées en très petits caractères, et que l'un d'eux se rendit compte que ces mêmes lettres se trouvent tracées ailleurs en gros caractères, sur un plus grand espace, ce leur serait, j'imagine, une bonne aubaine de lire d'abord les grandes lettres et d'examiner ensuite les petites pour voir si elles sont les mêmes. Assurément, dit Adamante, mais Socrate, quoi de tel vois-tu dans la recherche du juste ? Je vais te le dire, répondis-je. La justice, affirmons-nous, est un attribut de l'individu, mais aussi de la cité entière ? Certes, dit-il. Or la cité est plus grande que l'individu ? Elle est plus grande. Peut-être donc, dans un cadre plus grand, la justice sera-t-elle plus grande et plus facile à étudier ? Par conséquent, si vous le voulez, nous chercherons d'abord la nature de la justice dans les cités, ensuite nous l'examinerons dans l'individu, de manière à apercevoir la ressemblance de la grande dans la forme de la petite.